Bonjour à tous, je suis Jean Soula, archéologue et spécialiste des objets de la période médiévale et moderne. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là aujourd'hui, mais j'ai quand même tenu à vous présenter ma communication qui s'intitule Évolution du coffre du chirurgien navigant au XVIe-XVIIIe siècle à travers l'apport de l'archéologie subaquatique. J'exposerai dans un premier temps les principales dénominations et les différents faits illustrant l'histoire des chirurgiens navigants. Et dans un second temps, j'exposerai des différentes études de cas archéologiques en milieu sous-marin qui montreront des cas d'objets et de mobilier associés à ce métier particulier qu'est le chirurgien navigant. En France, les premiers chirurgiens embarqués ne sont mentionnés qu'à partir du milieu du XVIe siècle, sur des galères du roi. Ils avaient la charge d'approvisionner, de conserver et de distribuer les médicaments à bord. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que la médecine navale française va subir un essor considérable, avec la création de la marine royale. Au cours du milieu du XVIIe siècle, le service de santé de la marine à terre est créé avec un médecin et un chirurgien dans chaque port. C'est à ce moment-là que la présence de chirurgiens de bord se développe uniquement pour les longues traversées. Dès la fin du XVIIe siècle, la structure médicale des ports se constitue avec un premier et un second médecin, premier et second chirurgien et des apothicaires. À cette époque, on distingue les chirurgiens embarqués sur des vaisseaux de ceux affectés aux hôpitaux de la marine. De plus, les médecins sortant des universités du XVIIe siècle se contentent de consulter et de développer des remèdes adéquats. Ce sont les barbiers chirurgiens qui sont traditionnellement au contact physique des malades et des blessés. Au début du XVIIIe siècle, les opérations chirurgicales sont ainsi encore assimilées aux activités artisanales des barbiers. Le barbier chirurgien, souvent d'origine plus modeste que le médecin, peut alors embarquer et poursuivre son apprentissage à bord des différents navires, de guerre, d'exploration ou marchande, galères, corsaires, négriers, pirates ou flibustiers. Les apothicaires. Le nom apparaît pour la première fois sous François Ier dans un manuscrit servant de référence à l'équipage, avec l'existence d'un barbier et son valet. Ce dernier, appelé barbero, était chargé d'exécuter et d'administrer les prescriptions du barbier qui faisait office d'apothicaire embarqué. Les apothicaires sont à l'origine des commerçants. Certains d'entre eux se lancèrent sur la route des épices dès le début du XVIe siècle. De par leur connaissance en soins, ils deviennent vite indispensables parmi l'équipage des navires au cours du XVIIe siècle. À bord, sur des navires imposants, il n'était pas rare d'y retrouver un médecin, un chirurgien et un apothicaire. Ces apothicaires formaient une sorte de corporation et étaient employés par les armateurs des navires. Ils contribuaient à l'amélioration du système de santé à bord à travers l'hygiène, la conservation des aliments ou la recherche de nouvelles drogues. Les chirurgiens embarqués avaient des connaissances très limitées en anatomie, désarmés devant les hémorragies, les souffrances des patients et les infections qui suivaient souvent leur intervention. Leurs soins parfois mortels faisaient beaucoup hésiter à y recourir, comme l'explique notamment Morand dans son essai paru en 1786. À partir de l'ordonnance de la marine de 1681, le chirurgien devait obligatoirement faire partie de l'équipage. Avant de pouvoir embarquer, celui-ci devait obtenir des documents attestant de sa capacité à exercer, même si certaines souplesses étaient largement reconnues. Pour être accepté, le chirurgien navigant devait fournir les instruments de sa profession, tandis que l'armateur apportait le coffre garni de drogues, onguents ou médicaments. Le contenu du coffre était vérifié au préalable par des chirurgiens jurés nommés par l'amiral. Les chirurgiens navigants à bord des navires partant pour de grands voyages commerciaux avaient une lourde responsabilité. La réussite du voyage dépendait de l'état de santé de l'équipage, à une époque où l'hygiène à bord était déplorable. Les marins vivaient dans des conditions complexes, soumis à un régime alimentaire carencé. De nombreuses maladies se développaient, comme le scorbut, la fièvre jaune, sans parler des combats meurtriers. Ainsi, les conditions de vie à bord dépendaient de la cupidité de l'armateur, et du coût qu'il voulait bien allouer à l'alimentation et au recrutement du chirurgien.
Mais l'utopie des ordonnances, en particulier de celle de 1717, qui insiste sur le contrôle et les compétences du chirurgien, était loin de la réalité. Au cours du XVIIIe siècle, les progrès de la médecine améliorent considérablement les soins à bord. La profession du chirurgien embarqué est considérée par plusieurs décrets et s'applique systématiquement à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Comme l'évoque Deli Iverouquet dans son mémoire de 2003, plusieurs pathologies d'embarquement ont été reconnues. Tout d'abord, les maladies causées par des carences alimentaires, l'eau de boisson à bord, le scorbut ou l'héméralopie. Il faut aussi évoquer les maladies causées par le manque d'hygiène, le typhus ou la fièvre, la dysenterie, la fièvre typhoïde, le tétanos. Évoquons également les pathologies dues aux manœuvres, les accidents, noyades, etc. Et enfin, celles liées au débarquement, l'alcoolisme, la malaria, la syphilis ou la petite vérole. La composition qualitative et quantitative des coffres variait en fonction des risques sanitaires, du nombre d'hommes à bord, du niveau de connaissance des chirurgiens navigants, du budget de l'armateur et des progrès médicaux. Vers le milieu du XVIIIe siècle, deux façons différentes de confection des coffres étaient en vigueur. Le choix des espèces et des médicaments se faisait soit par le chirurgien major, avant d'embarquer, soit par le chirurgien navigant, mais selon le budget alloué. Les coffres de médicaments étaient périssables, d'une valeur assez faible par rapport à leur contenu. Ils étaient à l'extérieur faits en bois ordinaire et à l'intérieur confectionnés en compartiments et développés à l'aide de boîtes en fer. L'exemple du navire La Marquise de Tourny est assez intéressant. Pour environ 300 hommes, ce coffre mesurait 180 par 70 cm de long. Ce coffre renfermait 149 drogues simples et composées. Il contenait des baumes, des onguents, des emplâtres, des huiles, de nombreuses substances simples d'origine végétale, minérale et animale pour la préparation des drogues. Il contenait également des confections, élixirs, extraits, pilules, opiats, etc. La liste du coffre fut contrôlée et signée par le chirurgien, le capitaine, l'apothicaire et le représentant de l'amirauté le 30 décembre 1744 pour un départ en janvier 1745. En 2008, l'épave de la Marquise de Tourny a été découverte entre les deux rives de la Manche. Vous voyez ici un plan détaillé avec l'étalement des canons et en dessous la cloche qui a été découverte portant la mention la Marquise de Tourny 1744. L'exploitation des données issues de l'épave seront intéressantes et permettront, puisqu'elles sont en cours, de vérifier le contenu de ce fameux coffre s'il est encore présent lors des décombres. Passons désormais à la partie archéologie subaquatique et l'évolution de ces coffres de chirurgiens. Nous allons opérer un panorama diachronique entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Ici, vous pouvez voir l'exemple de l'épave du Marie-Rose, navire échoué en 1545 dans le détroit du Solent, près des côtes du Hampshire et de l'île de Wight. Vous voyez ici un certain nombre d'objets qui ont été retrouvés dans ce coffre et une représentation de celui-ci. Vous voyez que sur ce graphique, un certain nombre d'objets ont été inventoriés lors de la fouille, et notamment un certain nombre de boîtes cylindriques en bois ou en étain, mais également un certain nombre de manches en os et en bois qui sont en fait liées à la découverte des ustensiles et accessoires de chirurgie, mais qui n'ont pas été conservés puisque leur partie en fer, donc en métal, se détériore en milieu subaquatique. Il s'agit donc d'un des exemples les plus anciens pour la période moderne de coffre de chirurgien, conservé dans son intégralité. Vous voyez ici un certain nombre d'objets, notamment les récipients, qui permettent de conserver les onguents et autres médicaments. Un certain nombre sur votre droite de cruches ou pichets en céramique. En haut à gauche, des boîtes en bois cylindriques. Et en bas à gauche,
des flasques ou bouteilles flacons en verre. Ici, quelques exemples de récipients en alliage cuivreux. Sur votre gauche, le mortier qui permet d'écraser les préparations. Au centre, une écuelle à oreille qui servait à récupérer le sang lors des saignées. Et sur votre droite, un réchaud en laiton qui permettait justement de réchauffer et de développer un petit foyer pour préparer les différentes recettes. Enfin, quelques accessoires particuliers, des seringues en étain, et puis sur votre droite, les quelques manches qui ont été retrouvées et qui appartenaient à des ustensiles de chirurgie. Comme je vous l'ai dit, il n'en reste que les manches, puisque les parties métalliques n'ont pas été conservées. Il est donc difficile de savoir exactement quel outil ou ustensile était présent. Vous allez voir donc quelques exemples d'épaves avec des objets de chirurgie et d'apothicaillerie au cours du XVIIe siècle. Ici l'épave du San Diego, échouée en 1600 au large de Manille aux Philippines, et qui présente seulement quelques objets, des pots à haut-gants, albarelle ou mortier, et en particulier un mortier de chirurgien mesurant environ 11 cm de haut. Vous voyez ici deux autres épaves, le Mauritius, échoué en 1609 près du Gabon, et l'épave espagnole du Tortugas, échoué en 1622 près des îles Keys en Floride. Vous voyez deux exemples différents mais approchant de mortiers de chirurgien, associés pour le Mauritius à une mesure de pharmacien, cas unique, et à droite, pour le Tortugas, le fameux pilon qui fonctionne avec le mortier. Voyageons encore avec l'épave de Labelle, épave de navire Rochelet, datant de 1686, échoué à cette période au large du Texas. Quelques objets particuliers ont été retrouvés, assez maigres, des pots à onguents de pharmaciens et une écuelle à oreille qui a été interprétée par les chercheurs américains comme un tasse-vin, et qui peut aussi être utilisé en chirurgie pour le bol à saigner, similaire à celui de Marie-Rose que vous avez vu précédemment. Abordons désormais les épaves du XVIIIe siècle, avec justement le coffre des chirurgiens qui évolue, avec l'apparition de nouveaux ustensiles. À travers l'exemple de l'épave de la Dauphine, échouée en 1704 sur les rochers de la Natière au large de Saint-Malo, vous pouvez voir toujours la présence de ce fameux mortier, décoré de façon différente, associé à son pilon, mais surtout la présence d'un réchaud qui permettait du coup de confectionner les différentes préparations, mais ce type d'élément se découvre dès le XVIe siècle, mais surtout la présence d'un clister, c'est-à-dire une grosse seringue qui permettait d'opérer des lavements au niveau anal à l'eau de mer afin de purifier le corps. Toujours sur la Dauphine, vous pouvez voir ici des différents pots à onguents d'une vingtaine de centimètres de haut qui permettaient d'intégrer ces préparations, et un exemple de pile à godet en alliage cuivreux avec un poinçon d'une fleur de lys et qui étaient des poids de balance servant justement à peser les différentes préparations. Voyageons encore un peu au large de Charlestown, aux États-Unis, où l'épave du Queen Anne's Revenge a échoué en 1718. Il faut savoir que ce navire était à l'origine français, s'appelait le Concorde, a été armé au port de Nantes et ensuite été pris par des pirates menés par le célèbre pirate Blackbeard Barbe Noire, et qui a fait couler ce navire en 1718 lorsqu'il était pris au large de Charlestown. Quelques objets particuliers du coffre de chirurgien ont été trouvés et particulièrement intéressants. Donc toujours le fameux mortier et son pilon. Une série assez incroyable de piles à godet en alliage cuivre doré confectionnées à Montpellier avec le poisson de la ville. Mais aussi le fameux clister comportant de façon remarquable deux marques de fabrique qui attestent de sa fabrication en 1707.
et notamment l'emblème de la ville de Paris. Un second clister a été retrouvé sur l'épave, toujours de fabrication française, avec le poinçon de la ville de Rouen, mais également le poinçon, donc la marque de fabrique d'un artisan particulier, dit Pierre Canu, qui officiait entre la seconde moitié du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Il est très intéressant de percevoir ces deux seringues, ces deux clisters et ces piles à godet de fabrication française qui montrent probablement la présence sur le navire à un moment donné, en tout cas probablement lors de sa chute en 1718, de la présence d'un chirurgien français à bord. Et ce qui corrobore avec le reste du matériel, notamment quelques canons français. Donc on peut imaginer, comme le navire était d'origine nantaise, le Concorde, et qu'il a été rebaptisé Queen Anne's Revenge par Barbe Noire, que soit les ustensiles à bord ont été conservés, les ustensiles français, soit ils ont été amenés par le chirurgien français à bord et encore à bord en 1718. Deux autres navires échoués en 1747 au large du Finistère et de la Vendée ont été mis en évidence et ont permis de découvrir certains objets de chirurgie, d'apothicarie. Ici, l'Alcide, donc en 1747, avec deux mortiers particuliers, et le Maidstone, qui est un navire anglais, toujours échoué en 1747, et qui livre un certain nombre de piles à godet, toujours similaires, mais probablement fabriquées à Nuremberg. Enfin, pour conclure ce panorama, une autre épave échouée au large de Saint-Malo sur le même monticule rocheux de la Natière, l'épave de l'Aimable Grenot, échouée en 1749 et qui a livré encore une fois un lot très intéressant pour le XVIIIe siècle, notamment toujours un réchaud similaire au précédent, et puis des urinales, donc qui permettaient d'uriner pour les patients allongés et malades. Également différents pans à onguents en céramique, et puis toujours une pile à godet en ailage cuivreux marquée de plusieurs estampilles. Ici s'achève cette communication avec un premier constat sur les sources archéologiques mêlées aux données historiques. Le constat général peut être fait tout d'abord, peu de données par épave, sauf exception, puisque quelques rares cas ont livré des assemblages assez intéressants pour le XVIe et le XVIIIe siècle, avec le Marie-Rose, la Dauphine ou l'aimable Grenot. On constate évidemment qu'il y a peu de données pour le XVIIe siècle, vous l'avez vu, 1 à 2 pièces par navire, et une quantité d'éléments plus intéressante au XVIIIe siècle, mais toujours de rares assemblages. Les objets découverts sont assez redondants et concernent souvent l'apothicarie, avec la présence de mortiers et de pots à onguents, et de quelques ustensiles de pratique de soins, clister, bol à saigner, etc. Aucun ustensile de chirurgie n'a été retrouvé, ceci qui s'explique par deux hypothèses. Soit les chirurgiens prenaient soin de garder leur coffre lors de l'évacuation du navire, soit ces outils en fer se sont dégradés et n'ont pas été conservés. Au XVIe siècle, un exemple exceptionnel permet de compléter les rares sources écrites avec un assemblage complet. Au XVIIe siècle, les données exploitées offrent peu de diversité avec la présence de pots et de mortiers, à savoir qu'ils ne représentent pas la réalité historique, en particulier pour la fin du siècle. Au XVIIIe siècle, on retrouve une grande quantité de données qui est visible avec des lots répétitifs, mais surtout l'apparition de nouveaux outils et ustensiles qui témoignent d'un contrôle et d'une uniformisation du coffre. Terminons par le fait que malgré un corpus important, et en tout cas exploitable, l'étude archéologique de ces objets souffre encore d'un manque d'intérêt de la recherche actuelle. Leur comparaison avec les traités en vigueur au siècle concerné et l'exploitation de parallèles archéologiques sur des sites terrestres par exemple, voire la présence d'ateliers, sont encore des pistes trop peu exploitées aujourd'hui pour essayer de mettre en place une synthèse historique et archéologique de ce fameux coffre de mer. Je vous remercie pour votre attention et encore désolé de ne pas avoir pu être avec vous pour cette belle journée d'études. Au revoir.